Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et oui, c'est Côte-Nord Attitude et c'est la voix de Tommy Auger que vous entendez, journaliste vidéaste pour Cogeco TV. On aura une petite nouvelle pour vous. Là, mon nom changera. Pas mon nom à moi, mais le nom de la station changera dans les prochains jours. Donc ça, tenez, on va vous tenir informés. Et j'ai avec moi en studio le journaliste d'attraction radio Sept-Îles. Et il s'agit de Jean Saint-Pierre. Salut Jean. Salut Tommy. Ça va bien? À moins qu'il faut t'appeler Tom, Albert, non? Ton nom change pas ton prénom quand même. Non, je vais encore m'appeler Tommy Auger, mais on aura un nouveau nom pour Cogeco TV. Ça vous sera dévoilé dans les prochains jours. Lancement jeudi de la programmation de Cogeco TV à Sept-Îles. On va essayer de suivre ça à Côte-Nord Attitude, hein? Exactement. Hey Jean, beaucoup de réactions avec les entrevues que tu as fait hier avec jusqu'à maintenant les deux candidats qui se sont annoncés pour la mairie de Sept-Îles. Donc ça commence déjà à sentir les élections. Oui, je pense que ça a été très apprécié. Le ton a été très apprécié aussi. Pas d'attaque personnelle, ni d'une part ni de l'autre. Et on a deux candidats qui se distinguent au niveau des idées. Alors, ça risque d'être une campagne électorale très intéressante du côté de Sept-Îles. Probablement du côté de Port-Cartier, peut-être très animé au niveau de la campagne électorale du côté de Port-Cartier. On en a peut-être eu un petit avant-goût hier soir à l'Hôtel de Ville. Ouais, parce que ça a brassé là, du côté de Port-Cartier, là. Oui, on va revenir d'ailleurs sur le sujet dans quelques minutes, notamment avec un point de vue syndical et le point de vue de la mairesse. C'est vraiment Violaine ça qui Doyle. s'affronte. C'est quand même la deuxième réunion consécutive où la CSN se pointe avec les membres du syndicat là qui représentent les travailleurs à l'emploi de la ville de Port-Cartier. C'est vraiment l'horaire de soir aux travaux publics. La pilule passe pas. La mairesse a bien sûr défendu qu'on allait réaliser des économies et améliorer les services pendant la période de déneigement. Donc, c'est tout à l'avantage des contribuables et des citoyens de Port-Cartier, selon elle. Mais le syndicat a un tout autre point de vue. Le point de vue syndical, on l'aura avec Guillaume Tremblay, qui est toujours le président de la CSN Côte-Nord, qui vient donc en soutien dans ce genre de dossier-là, mais aussi avec Nelson Coulombe, qui lui est vraiment le président là du syndicat, qui représente les employés CSN de la ville de Port-Cartier, tant les cols bleus que les cols blancs. Et d'autre part, on va entendre ensuite une entrevue que j'ai réalisée hier à la fin de la séance publique du Conseil, qui a quand même eu lieu. Elle a été retardée d'une vingtaine de minutes. Plus bruyante qu'à l'habitude. Elle a eu lieu avec bon nombre de personnes dans la salle qui avaient toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets. C'est pour ça que je dis que ça sentait un petit peu les élections hier soir à Port-Cartier. Donc, Violaine Doyle sera également cette entrevue que j'ai réalisée hier soir. On va vous la faire entendre là au cours des prochaines minutes. Il y aura également des sujets là, on remettra là dans les prochains jours ou c'était hier soir. C'était hier soir. Ça a été fait la semaine dernière, je pense, en tout cas. Mais c'est-il plus vert, hein, c'est ça. Et c'est le responsable fondateur du comité Fièrement Sept-Îles. Hier, il y avait une séance du conseil du côté de Sept-Îles aussi. Jean Masse, conseiller du district de Place-de-Lens, a affiché beaucoup de contentement parce que il a l'impression que le message passe là. Entre autres, au niveau des commerces, des édifices commerciaux là à Sept-Îles, l'embellissement, on l'avait pas vu tant que ça dans les dernières années. Difficile. Et là, il sent que il y a quand même le message a bien passé. Il sera avec nous en direct, Jean Masse, pour parler de Fièrement Sept-Îles et de cette cérémonie qui a eu lieu récemment, qui a honoré 33 personnes, surtout des citoyens, pour leurs beaux aménagements paysagers. Le concours qui revient annuellement, Sept-Îles plus vert, c'est en collaboration avec la Société d'horticulture, qui fournit d'ailleurs le jury. Exactement, il y a des gens qui passent tellement de nombreuses heures à fignoler, à rendre beau leur terrain. Autant la devanture que l'arrière, parfois, ça vaut la peine de souligner tous ces efforts de ces citoyens. Je suis sûr que les gens le font pour eux-mêmes, mais ils sont toujours satisfaits de recevoir une petite reconnaissance. Exact. C'est ce que vise Sept-Îles plus vert. Il y aura également la communauté chrétienne là, de cette île qui est toujours très active dans les dernières années. Et encore cette année, là, on part en grande. Oui, s'il y a une rentrée scolaire à cette île, il y a une rentrée syndicale, il y a une rentrée politique, on le voit avec la campagne électorale, mais il y a aussi une rentrée pastorale parce qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Bien sûr, l'Église doit procéder autrement que dans mon jeune temps pour rejoindre les jeunes. Hein? Alors, il y a quand même
même bon nombre de jeunes qui adhèrent, qui le font avec une belle motivation également, nous dit Anne Boudreau, qui est responsable justement des activités jeunesse pour la communauté catholique de Sept-Îles. Le père Alain Latulippe, qui chantait une messe country à Vieux-Quai en fête, qui a connu beaucoup de succès, sera avec nous également. On va parler justement de cette messe-là, qui est quand même un indicateur que les gens sont encore croyants, peut-être un peu moins pratiquants, mais encore intéressés par bien des activités proposées par l'Église catholique chrétienne. Ils seront avec nous vers 12h40, Anne Boudreau et Alain Latulippe à Côte-Nord Attitude. On complète l'émission avec la chronique Assurance, un sujet bien d'actualité, les catastrophes naturelles comme l'ouragan Irma. Les dégâts associés à tout ça ne sont pas toujours couverts malheureusement par les assurances. Notre spécialiste Guy Duchesne nous explique la situation là. Qu'est-ce qu'on fait avec les assurances en cas de catastrophe? Bien sûr, ça se passe en Floride. On connaît tous quelqu'un qui a une propriété en Floride, mais chez nous aussi, on l'a vécu le 30 décembre dernier, une catastrophe naturelle, et voir comment ça se passe avec les assurances, c'est toujours intéressant. Alors, on conclut avec la chronique Assurance de Guy Duchesne, notre émission Côte-Nord Attitude. Mais avant tout ça, un petit récapitulatif de l'actualité sur les ondes de Pure FM. Quand tu voudras. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que le procès du chef Mike McKenzie au palais de justice de Sept-Îles se poursuit pour une deuxième journée. Il est accusé d'attouchement sexuel, d'incitation à des contacts sexuels et d'agression sexuelle sur une personne mineure. La présumée victime a commencé son témoignage hier après-midi. Les événements remonteraient aux Jeux autochtones interbandes à Masteuillache au Lac-Saint-Jean en 2000 et se serait poursuivi par la suite. Mike McKenzie agissait à l'époque comme chef de mission de la délégation de Maliotenam. L'avocat de la défense a entrepris son contre-interrogatoire. La plainte a été déposée pendant la campagne électorale de 2016, alors que Mike McKenzie affrontait un candidat parent avec la présumée victime. Elle a affirmé avoir été consentante pour certaines relations sexuelles, mais sous l'effet de l'alcool, de la drogue et de la pression fournie par l'accusé dans le cadre d'une relation malsaine. Le syndicat des métallos a dénoncé ce matin le peu de préoccupation des compagnies minières au Québec pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les minières boudent le comité de prévention alors que les gens meurent, déplore le directeur québécois des métallos, l'ancien Sept-Îlien Alain Croteau. Les métallos ont réuni ce matin plusieurs présidents de syndicats du secteur des mines devant l'édifice qui abrite à Montréal l'Association minière du Québec, qui regroupe les compagnies exploitant des mines comme ArcelorMittal et Rio Tinto. L'activité survient alors que les métallos déplorent un autre décès dans une mine en Abitibi en fin de semaine dernière. Alain Croteau demande aux minières de cesser de boycotter les comités de travail de la CNESST comme elles le font depuis près d'un an. Le syndicaliste croit que les compagnies minières du Québec rejettent le modèle des comités paritaires qui a pourtant permis, selon lui, de faire des avancées majeures depuis 30 ans en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur minier au Québec. Le directeur des métallos affirme que l'Association minière du Québec a donné un mot d'ordre de boycotter les comités de la CNESST pour s'adonner à des avocasseries et des enfantillages alors que des vies de travailleurs sont en jeu. La Sûreté du Québec est intervenue hier soir à l'hôtel de ville de Port-Cartier alors qu'une quarantaine de syndiqués ont manifesté bruyamment au début de ce qui était l'avant-dernière séance du Conseil avant l'élection municipale. Les employés de la ville affiliés à la CSN dénoncent l'imposition d'un quart de travail le soir pour la période de déneigement. 4 policières ont demandé aux travailleurs armés de trompettes et de bouchons à oreilles de quitter la salle après 20 minutes de manifestation. Le syndicat ne croit pas que la ville va réaliser des économies en créant un quart de travail de 4 à minuit avec le même groupe d'employés qui sera scindé en deux, là, les gens des travaux publics. Nelson Coulombe est président du syndicat des employés de la ville de Port-Cartier. Mais les membres, ils veulent pas se faire imposer ça à travers dans le gorge. Tu sais, tu négocies quelque chose. Elle veut avoir quelque chose. Nous, peut-être, en contrepartie, on veut quelque chose. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Vous faites un chiffre de soir, il n'y a aucune discussion, j'ai décidé. La mairesse Violaine Doyle a défendu hier soir la décision de son conseil lors de la séance publique qui a suivi la manifestation syndicale. Elle déplore le fait que les travailleurs considèrent le temps supplémentaire comme une partie de leur salaire. La mairesse n'a pas apprécié l'attitude de la CSN dans le dossier.
Alors, je vous dirais plus que c'est décevant. Je pense que nos employés sont bien traités. Ils ont de bonnes conditions de travail. On a fait preuve d'ouverture en leur demandant de réagir au projet qu'on avait, s'il y avait de meilleures suggestions, s'il y avait quelque chose à nous dire pour améliorer les choses. Et on a eu tout à fait un nom là, très, très clair. Violendoy calcule que la réorganisation proposée assure des économies et un meilleur service pour les citoyens. Les travaux se prolongent jusqu'au 28 septembre pour le planage et l'asphaltage du boulevard L'Or entre le Parc Ferland et le boulevard des Montagnais à Sept-Îles. Le ministère des Transports confirme une modification au contrat de 2,7 millions de dollars de construction BML. Le chantier a commencé le 14 août et devait se terminer le 15 septembre. Les opérations se déroulent du lundi au dimanche entre 6h30 et 18h30. La circulation s'effectue sur 2 voies avec l'aide de signaleurs. L'entrave est mobile et présente seulement durant la durée des travaux. Oui, quand j'ai passé hier, il me semblait bien que ça prendrait pas fin, le 15 septembre, ce chantier-là. Une maman de Sept-Îles, Caroline Dubé, voit son vœu pour le club de nage synchronisé Les Astérides exaucé dans le cadre du 200e anniversaire de la banque BMO. Madame Dubé a souhaité que toutes les nageuses synchronisées de Sept-Îles profitent d'un accès à une entraîneur professionnelle. BMO exauce le souhait de la maman de Sept-Îles dans le cadre de sa campagne « Faites un vœu avec BMO. Ce sont 2 nageuses olympiques synchronisées, Tracy Little et Karine Thomas, qui agiront comme entraîneurs auprès des filles du club de Sept-Îles. Wow! Et le 8e festival de l'environnement de Sept-Îles a commencé hier midi avec le lancement du concours Fier restaurateur d'ici. Un restaurateur vedette reçoit chaque midi avec un menu de base de produits de la région. Le festival accueille plusieurs invités de marque, dont le nutritionniste urbain et chroniqueur auprès de Ricardo et dans le journal La Presse, Bernard Lavallée. Sous le thème « Mon assiette sauve la planète », la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles offre aux citoyens et aux écoles des activités éducatives et interactives pour mieux comprendre les impacts de nos choix de consommation. Voilà, c'était les actualités pour aujourd'hui. Courte pause et on revient avec le reste de l'émission Côte-Nord Attitude. Attitude. Bonjour, mon nom est Michel Delavance de Sept-Îles Honda. Ce qui est plaisant avec la radio, c'est la rapidité de réponse, le retour. À chaque reprise qu'on a des interventions à la radio, on en ressent tout de suite les avantages. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une présence régulière. C'est ce qui fait en sorte que les gens n'oublient pas nos produits. Attraction Radio peut répondre d'une façon très rapide à nos demandes en ce qui concerne le lien qu'on veut avoir avec notre clientèle. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 16 minutes sur les ondes de Pur FM. Jean Saint-Pierre, on revient là sur la situation d'hier au conseil municipal de Port-Cartier. Oui, je me suis rendu à l'hôtel de ville de Port-Cartier hier. Ça brossait un peu quand même du côté de Port-Cartier. Les employés municipaux ont manifesté juste avant la séance publique. On a retardé la séance. D'ailleurs, la mairesse a dû faire appel à la Sûreté du Québec pour évacuer la salle et pouvoir réaliser la rencontre. Les syndiqués reprochent toujours la décision d'imposer un nouvel horaire de travail, le fameux quart de travail en soirée là, de 4 à minuit. La CSN Côte-Nord, le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, explique d'abord l'évolution du dossier, puisqu'on est présent depuis 2 séances au conseil municipal de Port-Cartier. On va entendre aussi dans cette entrevue-là le président du syndicat des employés de la ville de Port-Cartier, Nelson Coulombe, mais d'abord Guillaume Tremblay. À date, ce qu'on sait, c'est que la mairesse, ça tient mordicus à implanter un horaire de soir. Pour nous, on le dit partout que ça respecte pas la convention collective. Ça fait que, puis en plus, les arguments là qu'elle amène au niveau économique, puis pour les services, ça tient pas la route non plus. Ça fait qu'on reste sur nos positions. Lors de la dernière rencontre qu'il y a eu du conseil municipal, on a pris le temps de bien expliquer notre point de vue. Je pensais qu'on avait été assez clair. Fait qu'à soir, on a monté ça là d'un cran, si on peut dire là. On a démontré vraiment notre mécontentement par rapport à l'attitude et à la position de la mairesse dans ce dossier-là. Monsieur Coulombe, c'est votre gang, ça, les employés de la ville de Port-Cartier. Ça semblait quand même mobilisé, là. Les gens semblent craquer, comme on dit. Oui. Très, très bonne participation des membres. Tu sais, c'était
super. C'est une bonne gang. On est tous, on veut tous que la convention collective soit respectée. On veut tous donner le meilleur service possible aux citoyens. Et avec ce qu'elle veut faire comme chiffre de nuit, on n'est pas convaincu que c'est ce qui va se passer. Quand même, à CSN, ça arrive pas si souvent que ça qu'on sort les trompettes et les bouchons à oreille pour perturber une rencontre politique, une réunion municipale. On va pas loin un peu, là? Non, pas du tout, en fait. Puis je vous dirais que ça a déjà arrivé dans d'autres circonstances aussi. Quand on sent le besoin qu'il faut monter le volume d'un cran, en fait, pour se faire entendre, ben on le fait. On s'est toujours assuré que notre message passait correctement. Mais visiblement, dans ce dossier-là, chacun est campé sur ses positions. Puis nous, c'est clair que là, la prochaine étape, c'est d'aller dans la population puis d'expliquer notre point de vue par rapport à ça, informer les citoyens comment on se voit là-dedans, qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'on va faire au cours des prochains jours, parce qu'il va y avoir des élections très bientôt. Ça fait qu'on voulait vraiment démontrer à quel point là, on trouvait que ça faisait pas de sens, puis qu'on n'accepte pas du tout le fait qu'on veut nous imposer ça, nous rentrer ça dans la gorge, alors que la convention collective est très claire à ce niveau-là. Puis quand on parle au niveau économique, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, là, 10 travailleurs qui font 40 heures par semaine, c'est équivaut à 400 heures de travail, ça. Qu'on divise les gangs en deux, qu'on fasse une gang de 5 de jour, une gang de 5 le soir, ça reste quand même 400 heures de travail. Ça fait qu'il n'y a pas de gain. Ouais, mais il y a une certaine logique, là, pendant le déneigement. Les tempêtes peuvent arriver en soirée. Il me semble que la position de la ville, ça se fait dans bien d'autres villes ailleurs, là. Il y a une certaine logique à leur position, non? Nous, ce qu'on dit par rapport à cette Pour logique... un bon service à la population, là, moi, je pense tout le monde veut, là, quand il neige, c'est que ça soit déneigé de bonne heure quand on se lève le matin. Puis on est tout à fait d'accord avec ça, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais dans ce cas-là, au niveau de la logique, là, pour nous, là, on peut pas prévoir les tempêtes de neige. Ça fait que de se baser uniquement sur, il va y avoir des tempêtes de neige, quand est-ce qu'ils vont tomber, combien de centimètres on va avoir l'hiver prochain, puis de venir à l'encontre de la convention collective, là, pour nous, ça fait pas de sens. Peut-être qu'il y a d'autres villes qui le font, mais j'imagine que la convention collective le permet. On va être en renouvellement de convention collective bientôt, là. On s'assoira ensemble, puis là, s'ils ont des demandes à faire dans ce sens-là, on les fera. Pour nous, s'ils veulent couper le temps supplémentaire, comme la mairesse le dit si bien, qu'elle embauche des gens pour faire ça à temps simple, puis là, en créant un chiffre de soir, là, il y aurait peut-être lieu de s'entendre par rapport à ça, mais pour le moment, la convention collective permet pas ça. On voit quand même vos gens sont pas mal mobilisés, un bon pourcentage des gens concernés étaient présents. Est-ce que ça cache d'autres choses, des mauvaises relations? La dernière fois, là, on parlait de la mairesse, la façon qu'elle intervient, qu'on n'est pas satisfait. Est-ce que le fait qu'on arrive juste avant la campagne électorale aussi, là, est-ce que ça cache d'autres choses, la volonté du syndicat de vouloir débarquer Mme Doyle, par exemple? Non, c'est pas la volonté de vouloir débarquer Mme Doyle. C'est comme Guillaume dit, c'est qu'on est tous les deux campés sur nos positions. Si je peux me permettre, ce qu'elle veut faire comme travaux de chiffre de nuit ou de soir, là, il n'y a aucun déneigement là-dedans. Là. C'est des bombes fontaines, ramasser des rebuts. T'sais, les rues, là, s'il fait une tempête de 4 à minuit, là, les rues vont s'ouvrir la même affaire. Puis avec du monde en temps supplémentaire, elle divise l'équipe en deux. Et dans le cadre d'une négociation plus saine, c'est le genre de choses que vos membres pourraient accepter de travailler après 17 heures, là. Oui, c'est quelque chose que les membres pourraient accepter. Mais les membres, ils veulent pas se faire imposer ça à travers dans le gorge. Tu négocies quelque chose. Elle veut avoir quelque chose. Nous, peut-être, en contrepartie, on veut quelque chose. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Vous faites un chiffre de soir, il n'y a aucune discussion, j'ai décidé. C'est ça qui se passe. Peut-être par rapport à la logique que vous amenez, là, de mettre des gens de soir, ça va donner de meilleurs services, là. Présentement, là, le chiffre de jour, là, avec le nombre de personnes qui travaillent pour donner des services aux concitoyens de Port-Cartier dans le jour, là, si on les diminue, ce nombre de personnes-là, êtes-vous d'accord avec moi que ça va faire moins de monde pour donner des services à la population de Port-Cartier? Donc, ça pourrait devenir du temps supplémentaire de jour, finalement. Ça fait que il n'y a pas de gain. On change 4,30 sous pour une pièce dans ce dossier-là. Parce que, évidemment, si la tempête tombe le matin, puis dans le jour, ça prend un peu plus de monde, les gens qui travaillent de jour actuellement, là, ils n'ont pas les bras croisés à attendre dans le garage pour sortir puis donner des services à la population. Ils sont aux opérations, ils sont au travail. Ça prend ce nombre de personnes-là pour justement s'assurer que la ville est sécuritaire, la ville est bien déneigée. Fait que si on en prend dans ce monde-là puis on les met de soir, automatiquement, on va avoir un problème de jour. Fait qu'on déplace le problème. Est-ce que, de toute façon, ça va pas se régler, avec des avocats? Parce que là, c'est une question d'interprétation de la convention collective, là-dedans, là. Moi, je vous dirais qu'on travaille à 2 niveaux dans ce dossier-là. Évidemment, nous, on va déposer les griefs, on va agir, comme vous le dites, sur le plan juridique, mais on agit aussi sur le terrain présentement parce qu'on trouve que ça fait pas de sens au moment où on se parle. Merci, messieurs. Merci, bonne soirée. Merci, Jean. On vient d'entendre Guillaume Tremblay et Nelson Coulombe. C'était la partie syndicale de ces revendications concernant le nouveau quart horaire du côté des employés de la municipalité de Port-Cartier. Il y a toujours 2 côtés à la médaille et cette fois-ci, on écoute la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, qui nous explique son côté de la médaille.
Je vous dirais plus que c'est décevant. Je pense que nos employés sont bien traités. Ils ont de bonnes conditions de travail. On a fait preuve d'ouverture en leur demandant de réagir au projet qu'on avait, s'il y avait de meilleures suggestions, s'il y avait quelque chose à nous dire pour améliorer les choses. Et puis, on a eu tout à fait un non là, très, très clair et très catégorique. C'est statu quo, puis on veut rien d'autre. C'est un peu décevant, mais en même temps, on comprend que le syndicat a quand même des façons de réagir à des décisions que prend l'employeur, puis c'est prévu dans le Code du travail. Ça s'appelle la procédure de grief. Ils l'ont déjà fait pour un changement d'horaire qu'on avait fait pour un autre type d'employés préposés aux pompes qui sont rattachés aux travaux publics. Alors, je comprends mal des réactions comme celle-là, sinon bruyantes, dérangeantes. Je vois pas quel objectif ça poursuit, là, vraiment. Que je comprenne votre intervention, vos explications au public, les syndiqués considèrent que le temps supplémentaire fait partie de leur revenu annuel, si je comprends bien. Là. Il est peut-être là le problème, quoi. En fait, c'est ce qu'on s'est fait dire à la première table où on avait voulu demander leur opinion, c'est que le temps supplémentaire faisait partie du salaire des employés. Je pense pas qu'il n'y a pas aucun employeur qui accepterait de dire que le temps supplémentaire fait partie du salaire des employés. On paye du temps supplémentaire quand des besoins spécifiques sont là, puis les conditions pour les payer sont très claires. Elles sont là, puis on les respecte. Mais en fait, le contrat de travail, c'est le 40 heures semaine à tant de l'heure que l'employé, pour lequel l'employé est engagé puis est payé. C'est ce que je peux comprendre, que le temps supplémentaire devient une partie intégrante du salaire de certains employés. Pas de tous, on s'entend, là, mais les travaux publics, c'est là où se fait le plus de temps supplémentaire. C'est facile à comprendre aussi, là, le déneigement, ça se fait pas juste, ça se fait pas toujours durant la semaine puis durant les heures, ça se fait quand c'est nécessaire. Je constate que les gens considèrent que ça fait partie de leur salaire. C'est ce qu'ils nous ont dit, puis c'est ce que je comprends aussi d'une réaction assez forte. En même temps, la réunion s'est un peu conclue en disant, bon, si on aurait reporté d'1 an puis négocié avec le syndicat là, dans le cadre du renouvellement de la convention collective, ça serait peut-être mieux accepté, il y aurait un meilleur climat dans le garage municipal pour aller faire le déneigement. Vous n'avez pas cette impression-là qu'une entente négociée là serait mieux acceptée par tout le monde? D'abord, c'est pas, ça fait pas partie d'une entente négociée l'horaire de travail, puisque ça fait partie de l'organisation du travail. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Ça appartient au droit de gérance, ça appartient à l'organisation du travail. La convention prévoit déjà que si on a un changement à faire à l'horaire, c'est un avis de 48 heures, là, ce que je sais rapidement. Mais c'est pas conventionné. Ça ne fait pas partie de la convention. Actuellement, les employés dans leur convention collective ont eu des avantages qui sont là, qu'on respecte. On respecte ce qui a été signé il y a 6 ans. Je ne vois pas comment on arriverait, sans faire d'autres types de compromis financiers, là, je vais vous le dire comme ça, à obtenir que le syndicat nous dise OK, ça va, là. OK, parce que vous avez compris ce soir qu'il y en a qui ont dit ça fonctionnera pas, les équipes vont être trop petites, ça changera rien qu'on le mette dans une convention collective ou qu'on le mette pas, ça changera pas la situation. Et ça, c'est la perception qu'ont les employés, des fois d'anciens employés, d'ex-employés. Maintenant, seulement nos cadres, nos dirigeants nous disent que oui, c'est possible, ça peut se faire, puis qu'on va faire des économies. Alors, on n'a pas de raison de ne pas les cloire. On les paye pour ça. On les paye pour qu'ils soient capables d'être en mesure de nous proposer des solutions qui sont intéressantes. Je trouve qu'il y a à peu près comme 2 discours. Il y a 2 discours qui disent ça marchera pas, puis ça se fera pas. OK? Puis c'est pas possible. Puis t'as l'autre discours, des fois dans la même phrase, puis des fois de la même personne qui dit, là, mettez-le dans la convention collective. Mais en fait, si ça se peut pas, ça se peut pas. Puis c'est pas parce qu'on va le mettre dans la convention collective que ça va être possible non plus. On pense qu'avec les employés actuels, on est capable d'arriver à organiser le travail de façon à ce que le déneigement se fasse mieux, les citoyens soient mieux servis. C'est ça notre objectif. D'abord, le citoyen mieux servi et deuxièmement, l'argent mieux dépensé. C'est tout à fait ça. C'était ça tout le long de ce mandat-là. On en a fait d'autres des choix difficiles, là. OK? Ça touchait pas les employés de voirie. On est rendu là. On est rendu aux travaux publics puis aux employés de voirie. Mais ça a touché d'autres services et puis c'était pas nécessairement facile à vivre, mais les gens l'ont accepté parce que c'était la meilleure chose pour la ville de Port-Cartier. Actuellement, notre budget 2017 est à quelques centaines de dollars, pas de milliers de dollars, de centaines de dollars près, le même que celui de 2016.
avec des augmentations salariales de 2,5% plus les augmentations d'échelle. Il faut qu'on ait fait quelque chose sur l'organisation, sinon on ne serait jamais arrivé à atteindre ces objectifs-là, c'est très clair. Vous en êtes assuré qu'il y aurait des économies, là? Je vous voyais calculer à partir de 10 jours bien précis, des jours réguliers l'année passée, puis tout ça. Parce que les arguments du syndicat, c'est de dire qu'on fait juste déplacer des gens sur un autre chiffre, puis que le temps supplémentaire va peut-être se faire de jour, parce qu'il faut respecter l'ancienneté de chacun, puis tout ça. Il y a quand même des complexités là-dedans. Vous êtes convaincu qu'il y en a des économies à faire? En fait, j'ai fait une simulation très rapide avec des chiffres réels. Rapide, là, très rapide. Et oui, on arrive à des économies. Maintenant, il y a les économies, puis je répète, les économies, puis la qualité du service. À la limite, à cause de l'hiver ou à cause de toutes sortes de choses, on n'arrivait pas à faire les économies qu'on pense faire, mais qu'on a un meilleur service, on a quand même atteint un de nos 2 objectifs. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on peut pas présumer d'un hiver. On sait qu'il y a des hivers où il y a moins de neige, mais plus de gel. Puis bon, on sait pas que des fois, c'est plus les pompes, les préposés aux pompes qui vont être appelés à travailler plutôt que les gens en voirie. Dans le fond, un hiver, c'est pas prévisible. Là, on le fait à partir de simulations d'un gros hiver. Hein. Tout le monde est bien d'accord pour dire que l'hiver qui vient de se terminer est un très gros hiver avec beaucoup de neige, mais pas de gel. Par contre, pas d'eau ou des choses comme ça. Si on fait la simulation rapidement, on arrive à des économies. Mais c'est pas très compliqué. Si on intervient 16 heures sur le territoire de la ville de Port-Cartier pour déneiger plutôt que 8 heures à temps plein, on devrait arriver à un meilleur service. Je suis pas une spécialiste de l'organisation des travaux de voirie. Okay? Ça, c'est très clair. Mais je pense que, comme administratrice, par exemple, je suis capable de vraiment assez rapidement voir que si tu travailles pendant 16 heures, si les gens travaillent dans un secteur pendant 16 heures, les résultats devraient être plus importants que d'y travailler pendant 8 heures. Maintenant, je comprends que les employés ont un modèle dans la tête, un modèle qu'ils connaissent, OK? Puis qu'ils pensent en fonction de ce modèle-là. Je peux très bien le comprendre. Mais c'est les cadres qui sont là, les dirigeants, les responsables des travaux publics, c'est eux qui pensent l'organisation. Donc, c'est sûr que si on prend un modèle copier-coller de ce qui se passe maintenant, peut-être qu'on peut comprendre, mais ça veut pas dire que ça va être un modèle copier-coller, ça va être une réorganisation du travail. Quelqu'un disait, madame, vous pouvez pas faire ça dans le rappel du temps supplémentaire. C'est à voir. Je veux dire, je suis pas une spécialiste de l'application de la convention collective, mais on m'affirme qu'on est capable d'arriver à faire des rappels qui font du sens, puis que tout le monde, à la fin de l'hiver, se retrouvera avec un temps supplémentaire équitable. Parce que, dans le fond, c'est ça qu'on recherche, que tout le monde ait la chance, disons, d'augmenter son salaire en faisant du temps supplémentaire quand c'est nécessaire. Puis on va travailler dans ce sens-là. Mais c'est pas moi qui va appliquer la convention collective, venez nous conseiller. On s'entend, on a des gens qui le font. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. L'événement Liquidation totale chez Olivier Chrysler à Sept-Îles est en cours. C'est le moment ou jamais d'obtenir 15% de rabais sur le prix de détail suggéré par le fabricant sur le Jeep Grand Cherokee ou 10% sur le Jeep Cherokee. Optez pour un Dodge Grand Caravan et obtenez 25% de rabais sur le prix affiché. Ou pour l'un de nos modèles Ram 1500, offert lui aussi avec une économie pouvant aller jusqu'à 25% du prix affiché. Faites vite et venez profiter de la liquidation totale chez Olivier Chrysler. On dit souvent que le gazon est plus vert chez le voisin, mais pas chez nous. Parce que les experts Nutrit s'en occupent. Comment? Eh ben, il y a l'assurance verte du réseau d'experts Nutrit, par exemple. Ou le programme ProTerre qui me fait bénéficier de la saine protection de mon espace vert. Et surtout, leurs conseils de pro. Ce qui fait qu'en plus d'être verte, ma pelouse est en santé. Et ça, c'est bon pour l'environnement. Découvrez nos programmes de fertilisation sur expertnutrit.com. Faites comme moi, appelez Nutrit Côte-Nord pour votre premier service gratuit cet automne. PAL Airlines est heureuse d'annoncer un plus grand choix de vol entre Wabush, Sept-Îles, Québec et Montréal. Dès le 10 septembre, PAL Airlines ajoute à son horaire un vol direction sud-ouest le matin, de même qu'un vol supplémentaire en mi-journée afin de vous offrir encore plus de flexibilité. Plus de choix de vol avec le même excellent service. Réservez dès aujourd'hui en contactant notre service de réservation au 1-866-962-0380 ou encore votre agence de voyage. Pour plus d'informations ou pour réserver en ligne, visitez palairlines.ca. Côte-Nord. Attitude. Jusqu'à 13h. Et voilà, ma première Côte-Nord. Attitude. Fallait qu'il arrive un
94. C'est plus moi qui ai le contrôle de la console. C'est plus toi qui as le contrôle. C'est Tommy. C'est ça. Ya. Ah, mais ça, on va s'habituer. Donc, on est de retour à Côte-Nord Attitude en ce mardi. Et Jean, comme on parlait en début d'intro, ben là, avec la pluie qui tombe, ça aide les jardins, ça aide nos beaux espaces verts, nos arbustes, nos arbres, nos fleurs. Et on parle justement de l'embellissement de cette belle ville de Sept-Îles. Et de Sept-Îles plus vert, puisqu'on a honoré 33 personnes qui ont embelli leur terrain là dans chacun des districts de Sept-Îles. Le concours annuel a dévoilé les gagnants tout récemment. Jean Masse est le porte-parole et fondateur du comité Fièrement Sept-Îles, formé par la ville il y a environ 5 ans. Monsieur Masse a amené un invité, Monsieur Landry, dont j'oublie le prénom, Colin. Oui, bonjour, André Calandry. André Carl. Eh ben, justement, Fièrement Sept-Îles, Monsieur Masse, là, c'est quand même, il y a eu quand même, ça a eu un effet, hein. Je pense que on le voit du côté des commerces cette année. J'entendais votre discours à réunion publique du conseil municipal hier soir. Vous êtes quand même content. Les gens commencent à catcher le message, là. Oh, je suis très fier parce que depuis 5 ans qu'on en parle, depuis 5 ans qu'on fait la promotion, qu'on essaie d'inciter les gens à embellir ce qu'ils ont leur propriété par des aménagements aménagés, et ça commence à porter fruit, réellement fruit. On le voit avec le concours Sept-Îles plus vert, c'était à tous les années, ça fait longtemps que ça existe, mais je peux vous dire qu'au niveau industriel et commercial, j'ai déjà été juge et on avait de la misère d'en trouver un finaliste. Et cette année, c'était pas le cas, là. Il y en avait, et de très beaux aménagements. Le message qu'on porte, tout le comité, le message qu'on lance dans la population, on en parle souvent, on en parle peut-être trop ou pas assez, mais ça porte fruit. Et c'est encourageant de voir ça, surtout au niveau commercial. C'est sûr que les maisons privées, ça s'embellit aussi, ça travaille fort, les gens investissent beaucoup de temps et d'argent pour embellir leur maison, pour développer ce sentiment de fierté-là alentour d'eux. Et ça fait en sorte que la ville est de plus en plus belle et les gens sont de plus en plus fiers. Le message a changé justement en début de 2017. Au printemps, on entendait les interventions du conseiller du district de Lens disputer les commerçants de Sept-Îles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts qui se faisaient. Puis là, depuis 2 séances publiques, c'est complètement l'inverse. Très content de l'effort des commerçants. Oui, très content. Et même, il y a des gens qui, j'ai des amis là-dedans aussi, là, dans les commerçants. Et ça fait 4-5 ans que je leur parle, et cette année, ça commence à porter fruit. Juste un petit détail, les concessionnaires automobiles. Ouais. Jamais un concessionnaire automobile mettait des fleurs à son entrée de porte. Aujourd'hui, vous passez dans tous les concessionnaires, ils ont des boîtes à fleurs à côté de leur porte. Quand ça, c'est nouveau, là. Quand un commence, est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Parce que ton voisin, tu vois que, lui, il met des fleurs, des arbustes, il rend sa propriété plus belle, il voit les clients rentrer. Est-ce que ça a un effet d'entraînement de dire, moi aussi, là, c'est peut-être une tactique pour attirer des gens? Oui, effectivement, ça a un effet. L'exemple, prêcher par l'exemple, on a toujours dit ça, c'est une maxime qu'on dit souvent. Alors, prêcher par l'exemple, mais ça va autant dans les fleurs, dans les aménagements. Et là, je vais laisser un petit peu parler mon confrère André Carl, que lui, c'est un spécialiste là-dedans. Absolument. Moi, mon apport, entre autres, au comité Fièrement Sept-Îles, c'est d'être quelqu'un qui connaît les plantes parce que je jardine dans la région depuis plus de 40 ans maintenant. Alors, partout à Bordeaux, au Jardin-Bois-Joli, dans ta cour, Jardin-Bois-Joli, dans la cour des amis, oui, c'est un ça. peu partout. Jardin-Bois-Joli où je suis toujours bénévole pour les aider à acquérir ou à acheter des plantes à bon prix. Je remplis ma serre à tous les printemps pour leur préparer des choses. Je suis un des cofondateurs de la Société d'horticulture de Sept-Îles il y a maintenant plus de 25 ans. C'est ça. Mais c'est ça. C'est des passions, puis ça prend des gens passionnés, puis ça prend des gens qui ont des idées. Mais effectivement, j'en reviens à ce que vous me disiez. Il y a un effet d'entraînement quand une propriété s'améliore dans une rue ou dans un secteur, comme dans le secteur des concessionnaires automobiles. Si les autres voient ça. Puis je pense que les gens l'apprécient. Puis je pense qu'on devrait encourager les gens peut-être à le signaler ou à le signifier à ces commerçants-là, ces gens-là, en disant oui, c'est beau ce que vous avez fait cette année, bravo. Ça nous fait plaisir de voir ça, puis je pense que c'est ça, les gens vont continuer d'emboîter le pas, là. Le message ne se veut pas un message négatif, mais positif.
Est-ce que la difficulté des gens, principalement peut-être les concessionnaires, parce que les gens à la maison, on peut faire le strict minimum. Quand on décide, on peut aller chercher des trucs, mais disons une entreprise, est-ce que c'est une question de coût ou une question peut-être d'habileté horticulture qui est souvent qui va bloquer les gens? J'ai l'impression que les gens s'attardent beaucoup au coût. Ils pensent que ça va leur coûter très cher, alors que c'est pas toujours exorbitant. Je pense que dans bien des entreprises localement à cette île, ils ont des gens qui sont passionnés de jardin, qui se feraient un plaisir d'arroser ce qui est planté, ce qui doit être entretenu. Et puis je pense que moi, comme jardinier, je suis toujours à tenter de prioriser. C'est beau les boîtes à fleurs, les jardinières, il en faut parce que parfois c'est le seul endroit où on peut avoir quelque chose, mais je pense qu'il faut quand même continuer de prioriser le permanent, les vivaces, les arbres lorsqu'on a l'espace pour. Puis c'est une culture qui doit venir. Je veux dire, moi, quand je voyage, je vois ailleurs des concessionnaires automobiles, des garages, des entreprises, des commerces de vêtements de toutes sortes qui vont faire des choses que je vois pas encore ici. Puis je me dis, Colin me dit, les autres aussi, ils voyagent. Il y a le climat, par exemple, ici. Il y a le climat, mais ça, je pense que c'est une fausse excuse. Ah, ok, parce que si on se donnait cette excuse-là, on ferait rien. Okay. Il faut dire qu'on est parti de loin, là. On se rappelle cette île dans les années 70, début des années 80. On voyait juste du sable, du gazon, ça existait pas. Il a fallu en importer de la couenne, là, pour faire des beaux terrains ici, quand même, là. On est parti de loin. Les jeunes comme Tommy se rappellent pas de ça, cette île en sable, là, mais les plus vieux comme nous autres, on s'en souvient. Moi, j'ai 55 ans, j'ai vu des tempêtes de sable à cette île avec des vents, là, puis là, on voyait toutes sortes de choses, des ballons, des jouets qui descendaient, par exemple, la rue Brochu où j'ai été élevé. À longueur, ça partait des numéros 300, puis ça s'en venait jusque dans les 900 vis-à-vis de chez nous, là. Oui, on a vu ça, là. Fallait se boucher les yeux ou mettre des lunettes, quasiment. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé ici en 71, il y avait des tempêtes de sable, j'avais jamais vu ça, là. Et ce boulevard-là, on se perdait dans une tempête de sable. Mais ça a changé. Aujourd'hui, il y a de la verdure, les terrains sont aménagés, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés, ils s'en plantent à quart. Il y a beaucoup d'aménagements horticoles qui ont été faits. Et maintenant, on est rendu au commerce. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est d'inculquer cette culture-là à nos commerçants d'être fiers de développer ce sentiment-là. Et je peux dire que ça porte fruit parce que j'ai été approché à plusieurs occasions par des commerçants, des industriels, pour ils étaient fiers de me dire qu'ils avaient fait des choses. Puis ça paraît, on les a vus à cette île plus vert. Ouais. Alors, ça fait boule de neige, puis c'est pas fini, ça commence. En même temps, l'effet d'entraînement, c'est un peu la ville qui l'a amorcé. On disait à une certaine époque, c'est laid à l'entrée de la ville de cette île. Aujourd'hui, on voit quand même de beaux aménagements. La ville a fait sa part, entre autres au Parc de Lens, mais un peu partout. Oui, effectivement, la ville a investi beaucoup de temps et d'argent pour améliorer le visuel de sa ville. Alors, tout le monde se rend compte que le boulevard L'Or ou le bois de la ville, c'est la rue Arnaud et tout ça, il y a eu des aménagements de fleurs, des aménagements de parcs, et c'est le parc de Lens est rendu une petite merveille avec toutes sortes de thèmes à l'intérieur du parc de Lens qui fait la fierté de la ville. C'est avec le temps, puis avec le petit coup que j'ai eu il y a 5 ans, alors à ce moment-là, ça fait en sorte que ça a déboulé tout ça. Ouais. Et j'ai un comité extraordinaire avec des gens qui ont des connaissances comme André Carl et d'autres. Il faut s'entourer de gens qui ont des connaissances dans tout. Ouais. Et autant au niveau promotion, autant au niveau toutes ces choses-là, tout ce qui comporte le développement d'un embellissement ou le développement d'un complet, ça prend des gens alentour d'une table et c'est tous des bénévoles qui sont là individuellement pour apporter un plus à tout ça. Ouais. En même temps, on nommera pas les 33 gagnants de Cette île plus vert édition 2017, mais ça a été quand même une belle soirée. Puis ce qui est particulier cette année, c'est que le jury a eu de l'ouvrage. Oui, effectivement, le jury a eu de l'ouvrage et c'était une belle soirée. Et dans tous les secteurs, c'est ce qui est plaisant, c'est tous les secteurs, tout le monde a une chance, tout le monde. T'as pas envie de t'inscrire, c'est le jury qui décide en faisant le tour de toutes les rues, en regardant toutes les maisons. Absolument. Tu t'inscris pas. Ça vient à toi. Le comité qui reconnaît ce que tu fais. La Société d'horticulture fait encore un très, très beau travail, ou a fait encore un très beau travail cette année en fournissant pratiquement une trentaine de juges, parce que les gens circulent en ville par équipe de 3. Ouais. On est, à ma connaissance, probablement une des seules, sinon la seule municipalité au Québec à faire ça, c'est-à-dire que
Personne n'a besoin de s'inscrire pour participer à ce concours-là. Toutes les propriétés sont vues. Je dirais pas sont pas évaluées, mais quand on fait un quartier au complet, si on en évalue 3, 5, 7, 10 s'il faut, on va nécessairement sortir les 3 plus belles qui sont les nominées invités au concours, gala du concours Cette île plus vert. Bon, il nous reste du temps, Tommy. Je m'étais gardé une ou deux questions plus politiques à l'approche de la campagne électorale pour le conseiller du district de Lens. On n'a pas le temps. Parce qu'on est là qui se représente puis qu'il n'appuiera pas ni un ni l'autre à la mairie. On n'a pas le temps de réponds déjà à ces questions, on le réinvitera. On va le réinviter. Ouais, de toute façon, on va faire le tour de tous les candidats là, au poste de conseiller durant cette campagne électorale. Donc, on aura l'occasion de reparler à monsieur Jean Masse. Ça me fait plaisir de revenir. Yeah! Donc, c'est ce qui complète cette deuxième entrevue de l'émission. Messieurs, merci beaucoup. On passe à une courte pause et on revient avec la communauté chrétienne de cette île qui est toujours aussi active du côté de cette île. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est moi, Suzanne, conseillère en redressement financier chez Raymond Chabot. Quand je rencontre un client, souvent je suis la première personne à qui il se confie. Je comprends, c'est difficile de parler de ses dettes. Parfois, même le conjoint n'est pas au courant. C'est pourquoi tout ce qu'ils me disent, ça reste entre nous. Confiez-nous vos problèmes de dette. Appelez au 1-855-R-Chabot pour une consultation gratuite. La confidentialité pour moi, c'est précieux. Raymond Chabot. Retrouvez vos moyens. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Allô, Paul, qu'est-ce qui se passe chez vous en septembre? Ce mois-ci, Valérie, on poursuit la grande liquidation GM. Des rabais au comptant pouvant atteindre plus de 10 000 sur tous nos 2017 restants. Est-ce que ça veut dire que vous faites plus de financement à 0%? Mais pas du tout. Sur la majorité de nos modèles. Des taux de 0% sont aussi disponibles en achat comme en location. Alors, dans le fond, les clients choisissent la meilleure transaction possible. Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous donner? En fait, oui. Sur les Silverado Sierra 2017 à cabine double, vous avez 0% sur 84 mois et 7600 de rabais, les deux en même temps. Ou encore, vous louez une Cruze à 0% avec, en plus, 4000 $ d'économie. Mais si moi, là, c'est un véhicule 2018 que je veux acheter, est-ce que vous en avez en main? Absolument. Plusieurs unités sont déjà en inventaire. Des Equinox, des Silverado Sierra et bien d'autres, comme le Traverse, le Terrain qui s'en viennent, déjà avec des incitatifs très intéressants. Donc, c'est une bonne idée d'aller vous voir chez Pascal Automobile. Vous êtes au 109 Monseigneur-Blanche. Ben oui, on vous y attend. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Attitude. Eh bien, la communauté catholique de cette île est encore bien vivante. C'est la rentrée pastorale chez nous. Ça s'effectue avec beaucoup d'activités qui s'en viennent à part ça cet automne. On va en parler avec Anne Boudreau et l'abbé Alain Latulippe. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça qu'on rappelle d'abord là, un peu comment est-ce qu'on fonctionne à cette île. Hein. Il y a encore des gens qui ont un attachement à ce qu'on appelait la paroisse Saint-Joseph. On parle maintenant de paroisse l'Ange Gardien qui regroupe 2 lieux de culte avec l'église Sainte-Famille également, Marie Immaculée. Je voyais votre site internet, on inclut aussi Chris the King, les messes chantées en anglais, la communauté anglophone et les Inuits également. Alors, tout ce beau monde est regroupé quand on parle de communauté catholique de cette île-là. Ce qui arrive, c'est qu'on a des activités communes. C'est ce qui fait que c'est important pour nous de mettre dans le fait paroissial les activités de tout le monde. Alors, maintenant, on est rendu presque là, surtout là, de travailler ensemble et aussi de voir, d'avoir une certaine image de la vie des communautés chrétiennes ici à cette île. Alors, le fait d'avoir toutes les activités dans un même feuillet, on commence pas mal à parler d'unité puis de communion entre nous autres là. En même temps, est-ce que elle est bien vivante la communauté catholique à cette île? C'est sûr que c'est plus comme avant, hein? On voit pas autant de monde chaque semaine dans les églises, ce qui veut pas dire que les gens sont moins croyants qu'avant là. Non, en fait, ce qui est surprenant ici, c'est une vitalité qui est surprenante parce que il y a différentes activités avec lesquelles les gens participent avec tellement de joie puis tellement de bonheur et on se dit bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un dimanche, pour un dimanche particulier, il y a tant de monde
monde. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe ici à cette île qui devient comme une nécessité pour la vie de communauté, des communautés. Alors, c'est les gens ici nous le disent, sont heureux d'ici de participer aux célébrations, sont heureux de vivre les activités, de vivre dans la pastorale qu'on leur offre, là. Alors ça, c'est pour moi, là, parce que moi j'arrive, ça fait 3 ans que je suis ici. Je suis pas mal impressionné, même touché aussi de voir qu'après chaque célébration, entre autres, parce que c'est là qu'on voit nos gens. Alors on se dit, waouh, tu sais, ils nous énergisent beaucoup parce que c'est là ça nous donne le goût, nous autres, de continuer puis de dire, on va de l'avant, il y a des besoins, on crée, on recrée. Alors ça, c'est un intérêt comme pasteur, mais aussi comme agent de la pastorale. Je suis sûr, on s'en parle. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Quand on parle d'activités qui marchent bien, vous faites référence entre autres aux messes country, hein? Il y en a eu une sur la tente jaune. Je suis sûr qu'Anne l'a remarqué aussi parce que les premières fois qu'on a fait ça, je pense que c'était vous, Monsieur Latulippe, là, oui. Ça a bien marché, ça a ramené des gens vers l'église finalement. Ben, en fait, même si c'était la tente jaune, le temple, là, en fait. En fait, c'est que les messes country ou à couleur country, là, ça se fait depuis déjà 1 an, 2 ans dans les paroisses, dans la paroisse L'Ange Gardien. Ça se fait déjà, mais sauf que cette année, on a voulu l'insérer dans le programme de Quai en Fête, de Vieux Quai en Fête, et ça a marché. Ben, dans le sens que on pensait, c'est sûr qu'il y a eu la pluie, là, nous a joué un tour, mais cette pluie-là a cessé juste une demi-heure avant la célébration, et les gens ont commencé à arriver, et l'église, pas l'église, mais la tente jaune s'est remplie, tous les sièges étaient pleins. Alors, il y a eu à peu près 140 personnes, mettons, 140 personnes qui ont participé à cette célébration-là. Ça répond à une manière de prier. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais ici, à cette île, ça marche, cette musique-là. En fait, la messe est country parce que la musique est country, mais moi, je parle pas country. je parle pas le joual. Alors, mais non, les célébrations, c'est d'abord un lieu de rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, mais avec une musique que les gens aiment. Une musique aussi spirituelle, c'est pas la musique, n'importe quelle musique. Ceux qui font la musique, ils ont eux-mêmes travaillé pour qu'elle ait une couleur plus chrétienne aussi, liturgique, comme on dit. Alors, mais les gens aiment cette musique-là et on prie dans cette musique-là. Alors, c'est pour cette raison qu'on appelle ça la messe country, mais c'est la musique qui est country. Je parlais de rentrée pastorale au début de l'entrevue, là. C'est aussi la rentrée scolaire au mois de septembre. Avant ça, les deux allaient de pair, hein. On rejoignait les jeunes à l'intérieur de l'école. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années qu'on doit trouver d'autres chemins pour rejoindre les jeunes. Ça veut pas dire qu'on ne les rejoint pas, hein. Je pense que c'est beaucoup ton travail au sein de la communauté catholique, là, d'essayer de rejoindre les jeunes de cette île. Puis je pense que de plus en plus, on a des façons de les rejoindre. C'est sûr qu'il n'y en a plus dans les écoles, mais par contre, on voit que les jeunes sont encore intéressés. C'est ça qui est impressionnant, de voir l'intérêt des jeunes. Hier au soir, on avait une première soirée de lancement pour l'initiation chrétienne. C'était des jeunes pour la confirmation d'entre 11 et 14 ans. Puis, c'était beau de les voir heureux, je dirais, d'être là. Tu sais, ils sont contents, ils viennent. C'est des jeunes motivés. Des jeunes motivés, oui. Des jeunes motivés. La même chose, quand on a au mois de mai, on a toujours la journée diocésaine des jeunes. Là. Cette année, Alain est là aussi. Il y a une bonne participation. On était une cinquantaine de jeunes facilement qui partagent leur foi avec des activités du social puis du spirituel en même temps. En tout cas, moi, personnellement, avec les jeunes que je fréquente beaucoup, on voit qu'ils ne sont pas rébarbatifs à l'église. Ils ont le goût de venir. Curieux. Puis ils sont même curieux de découvrir Jésus. Puis les motifs qu'il y avait avant, comme je veux me marier, c'est pour ça que je fais mes sacrements, tout ça, c'est plus nécessairement ça. Oui, je te cacherai pas qu'il y en a encore, c'est ça. Mais on sent qu'ils ont le goût de découvrir d'autres choses, une façon. Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous fait vivre? En même temps, on s'est beaucoup ajusté pour aller chercher les jeunes avec tous les changements des dernières années. Les changements de mentalité aussi de la jeunesse d'aujourd'hui. Là, il n'est pas trop tard. Tu disais qu'il y avait un premier groupe qui a commencé cette semaine, mais on peut encore rejoindre pour l'initiation, là? Oui. En ce qui concerne pour la confirmation, le cheminement vers la confirmation, il y a eu une soirée ensemble, mais il y en a un autre jeudi cette semaine. Jeudi le 14 pour la confirmation. L'inscription a lieu à 7h à Saint-Joseph, à l'église Saint-Joseph. Puis le premier pardon avec la communion, ça a lieu demain soir, ça c'est la dernière, à Marie-Immaculée. Parce qu'on a chacun nos réseaux. Là. Marie-Immaculée demain soir, le 12 septembre, pour la première communion. Ça, c'est les jeunes à peu près de 8 ans jusqu'à 12 ans. Puis pour l'initiation chrétienne, pour la confirmation, c'est jeudi soir cette semaine. Mais vous pouvez toujours appeler, ils peuvent appeler les parents dans les paroisses. Là.
Et cette information-là, les jeunes, ils savent bien comment ça marche, là, est disponible sur Internet. Oui. Il y a un site Facebook, il y a un site Internet, ça s'appelle Communauté catholique de Sept-Îles, ou encore Paroisse l'Ange Gardien. On va rejoindre assez facilement vos sites, là. Il y a plein d'autres activités qui s'en viennent, hein. Cet automne, on pense au dimanche de la catéchèse, le 24 septembre, le dimanche missionnaire mondial en octobre. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Des belles activités, c'est plus qu'une activité. Je pense que c'est une nécessité que l'Église se donne pour redonner à l'Église sa vraie mission, c'est-à-dire ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, je vais commencer par le dimanche de la catéchèse, puis Anne pourra parler de dimanche missionnaire. C'est que depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans déjà, l'Église au Québec se donne une journée spéciale qu'on appelle le dimanche de la catéchèse. Ce dimanche-là, il est fait pour dire aux communautés chrétiennes et dire aux gens qui la composent, ce qui se fait en catéchèse dans la communauté, c'est très important. C'est ce qui énergise la communauté. Alors, les catéchèses, on va dire juste un petit mot. C'est quoi la catéchèse? La catéchèse, le mot catéchèse veut dire écho, c'est-à-dire que à travers la parole de Dieu, l'Évangile entre autres, parce qu'on parle de Jésus, à travers la catéchèse, eh bien, on fait surgir la vie des personnes et on dit que dans ta vie, la parole de Dieu est pas loin, le Jésus est pas loin de ce que tu vis. La catéchèse, là, c'est permettre aux personnes, adultes, jeunes, moins jeunes, de faire une rencontre avec Jésus à travers une parole donnée, à travers une parole qui est enseignée, une parole qui est témoignée aussi. Et la mission justement de l'Église, c'est vraiment de faire connaître Jésus, de le faire aimer aussi et de le partager à d'autres aussi. C'est ce qui fait que, je ne sais pas si tu l'as entre les mains, mais le thème de cette année, c'est au cœur de la foi, la mission. Ça suggère deux choses. D'abord, l'accueil. On parle au cœur de la foi, c'est-à-dire la foi permet la rencontre. C'est un cadeau du ciel qui nous est donné qu'est la foi. Alors la rencontre avec le Seigneur, il vient nous rencontrer, nous pouvons le rencontrer. Et en même temps, la mission, c'est que une fois qu'on a été rencontrés par lui, la joie que nous avons d'être rencontrés par lui, eh bien, c'est fait pour être donné. Alors, d'où le mot missionnaire. Des fois, on pense missionnaire, c'est aller dans d'autres pays, mais missionnaire, c'est porter un trésor, le trésor de la foi, trésor de Dieu aussi, mais tout l'amour de Dieu qui nous habite, la joie qui nous habite de croire, eh bien, on est appelé à le témoigner à d'autres personnes. Et ça fait des petits, ça. Je voyais aussi le feuillet paroissial là, qui était disponible en date d'hier. Je vois qu'il y a quand même aussi tous les services réguliers, bien sûr les offices dans nos lieux de culte, mais aussi des groupes, les groupes spirituels, le renouveau spirituel, des groupes de réflexion. Tout ça, on peut aller voir vers l'Église puis s'inscrire, participer de toutes sortes de façons quand même. Ce sont tous des lieux, ce sont tous des lieux qui sont des lieux de rencontre avec le Seigneur. Des lieux, l'Église est enseignante, ok, elle enseigne, mais aussi elle témoigne aussi. Alors, ce sont tous des lieux où on parle de la parole, on parle de Jésus, on le fait rencontrer, et après ça, comme je disais tantôt, c'est pour faire de ces gens-là aussi des témoins ou des missionnaires. Eh bien, on le voit, notre communauté catholique est vraiment encore bien vivante à Sept-Îles. Je vous remercie beaucoup pour votre passage à notre émission. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. C'est le retour de notre chronique d'assurance aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Comme par le passé, on va parler de plein de sujets intéressants liés aux assurances, peut-être parfois au placement aussi, avec Guy Duchesne, spécialiste de chez Accès Conseil. Bonjour Guy. Allô Jean. Guy, c'est un bon temps pour parler des catastrophes naturelles. On a tous suivi ça à distance. On connaît tous des gens là qui ont un pied à terre en Floride quand on vit à Sept-Îles et au Québec. Les catastrophes naturelles pour les assurances, c'est pas toujours évident. On sait pas exactement comment ça se passe. C'est différent d'un contrat à l'autre, d'une entente à l'autre avec l'assureur? Effectivement, il y a des différences d'un pays à l'autre en tenant compte des catastrophes qui peuvent arriver. Les gens se disent toujours les actes
Act of God, c'est pas couvert, mais c'est pas vrai. Il y en a plusieurs qui sont couverts. Si on prend exemple du vent, au Québec, une tempête de vent, une tornade, c'est couvert de base. Tous les contrats d'assurance couvrent ça. Oui, par contre, lorsque tu arrives en Floride, il y a une surprime pour être couvert pour le vent. Donc, les gens qui ont une résidence là-bas, qui n'avaient pas pris l'avenant pour les dommages par le vent, qui n'ont pas payé la surprime, mais là, ils peuvent se réveiller avec des mauvaises surprises ce matin. Ce qu'on a vu beaucoup à la télévision, bien sûr, c'est des inondations autour de ces ouragans-là. Irma a laissé quand même pas mal d'eau dans certains secteurs, en Floride, à Cuba. Ça, les inondations, est-ce que c'est naturellement couvert? Non, les inondations, de base, c'est exclu d'un contrat d'assurance. Par contre, c'est maintenant possible. C'est pas possible de les couvrir en assurance des entreprises. Ça l'a toujours été, mais c'est un avenant supplémentaire. Donc, il y a une prime qui s'attache à ça et on peut couvrir l'inondation en assurance des entreprises. En assurance des particuliers, c'est nouveau. Depuis cette année, certains assureurs, dont Intact, ont modifié leur contrat, leur avenant de dégâts d'eau, comme le même avenant que le refoulement d'égouts, pour couvrir maintenant l'inondation. Mais encore là, c'est pas donné dans tous les secteurs, mais la majeure partie des situations maintenant, on peut avoir l'inondation si on le désire. On connaît bien des gens là à Sept-Îles, Port-Cartier, qui ont une résidence secondaire, un pied à terre en Floride. Est-ce qu'en général, il faut faire affaire avec une compagnie d'assurance qui est présente dans l'État de la Floride? En général, oui. Malheureusement, nous, on a des licences pour opérer au Québec. Nous sommes régis par l'Autorité des marchés financiers et sauf certains cas très particuliers, on n'a pas le droit d'assurer les résidences de nos clients qui sont en Floride, mais on les réfère on a des ententes avec des courtiers là-bas où on peut les référer à ce moment-là. Oui, mais chez nous, sur la Côte-Nord, on a notre part d'avaries, de catastrophes naturelles aussi. La date du 30 décembre 2016 passe à l'histoire. D'ailleurs, il y a encore des gens là qui sont en train de réorganiser chez nous aussi. Ça, est-ce qu'on a vécu le 30 décembre? Il y avait quand même l'érosion des berges, beaucoup de vent, une tempête. Comment c'est couvert, ça, par les assureurs? Ben, le vent, comme j'ai parlé, le vent, les dommages par le vent étaient couverts. Donc, si la toiture a été élevée par le vent, qu'il y a eu des infiltrations d'eau, c'est couvert par le contrat d'assurance. Malheureusement, l'an dernier, l'avenant inondation en assurance particulière n'était pas encore disponible. Il a commencé à l'être seulement au mois de mars ou avril. Donc, les gens n'étaient pas couverts pour les tremblements de terre. L'érosion du sol, c'est la même chose. C'est malheureusement exclu. On peut couvrir le tremblement de terre, par contre. On en voit beaucoup de tremblements de terre. On en a vu encore au Mexique, mais la Côte-Nord et surtout Charlevoix et le haut de la Côte-Nord est un endroit très propice au tremblement de terre. C'est un endroit très à risque dans les études sur les tremblements de terre. Et ça se couvre. Ça se couvre en assurance d'entreprise, mais ça se couvre aussi en assurance des particuliers. Les jeunes sont très peu assurés. On a très peu de gens qui acceptent de payer la prime s'il y a une surprime pour avoir le tremblement de terre. Et je répète, mais la Côte-Nord, le Charlevoix, c'est une région qui est très propice à ça. Et les gens devraient y penser, ils devraient payer la surprime pour être couverts pour le tremblement de terre. Oui, des fois on oublie ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu d'événements du genre tremblement de terre, mais peut-être justement parce que ça fait longtemps que les risques peuvent être plus élevés ou qu'on va être plus surpris quand ça va arriver. Hein? Ben, on avait le bon commentaire du maire de Tampa Bay la semaine dernière. Ça fait 90 ans qu'on n'a pas eu, puis là on va être frappé. On n'aura pas des tonnes de tremblement de terre, mais la journée qu'il va en avoir un, il risque de nous faire mal. Puis si on n'est pas assuré, bien, ça va être encore plus triste. Et en même temps, on entend parler du phénomène du réchauffement de la planète, des choses comme on a vécu le 30 décembre dernier, là, l'érosion des berges. Malheureusement, ça risque d'arriver plus souvent. Il faut peut-être justement revoir nos polices d'assurance. Là. Ben, effectivement, c'est toujours important de faire des mises à jour. Un autre petit point, Jean, que je voulais parler en rapport avec le vent, c'est les arbres. Donc, souvent, lors de ces tempêtes, de ces tornades-là, les arbres sont arrachés par le vent. Un arbre arraché par le vent, les assureurs ne payent pas ça. Les assurances vont payer si, par contre, l'arbre est tombé sur la maison et pour éviter des dommages à l'intérieur de la maison par l'eau, par exemple, par l'infiltration d'eau, ils vont payer les frais pour l'enlever par mesure d'urgence, mais tous les frais d'échiquage, d'emmener l'arbre au dépotoir ou quoi que ce soit, ça ne serait pas payable par un assureur. L'infiltration d'eau, puisque tu en parles, là, ça peut souvent être dû aux infrastructures municipales, les égouts, l'aqueduc, ces choses-là. Ça arrive quand même assez couramment, je pense, dans une ville comme Sept-Îles. On regarde pas la responsabilité, c'est la couverture qui nous intéresse, là, pour que ça se fasse, les travaux se fassent rapides. Il y a deux choses, c'est que votre assureur, si vous êtes couvert pour le dommage, va vous indemniser et il va lui faire la vérification de l'enquête s'il y a possibilité d'avoir un recours contre la municipalité qui aurait mal entretenu, par exemple, ses conduits ou pas fait les bons ajustements en fonction des pluies qu'on vit dans les dernières années, etc. Donc, les municipalités sont quand même protégées et ils ont des règlements qui les protègent, mais s'ils ont fait une faute ou s'il y a eu un manque dans l'entretien, il y a possibilité d'avoir des recours contre les municipalités également. Et puis, j'entendais justement des entrevues des gens en Floride, entre autres un propriétaire d'hôtel, là, un Québécois, qui nous parlait de ses assurances, du déductible
déductible. Lui, il y avait comme quelque chose comme 50 000. Là, les premiers 50 000 n'étaient pas couverts. Est-ce que ça varie beaucoup, ça, la question du déductible sur une police d'assurance? Oui, effectivement, lorsqu'on parle de ces avenants-là d'inondation tremblementaire, les déductibles sont beaucoup plus élevés. Si on parle d'ici en assurance d'entreprise, au Québec, la franchise de base pour l'inondation, c'est 25 000. Si on parle du tremblement de terre, c'est souvent, dépendamment de l'assureur, ça va être minimum 10 000. Souvent, c'est minimum 100 000, mais c'est un pourcentage du dommage. Souvent, on va voir dans la majorité des assureurs un 10 des dommages ou avec un minimum de 100 000 de franchise pour le tremblement de terre. Donc, c'est certain qu'il y a une participation de l'assuré qui est plus importante, mais on s'imagine toujours un tremblement de terre qui va causer énormément de dommages. On est mieux, je pense, d'avoir une franchise de 100 000 ou de 25 000 à inondation et couvert pour la majeure partie de nos dommages. Oui, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, au niveau de la police d'assurance, on peut avoir les mêmes avenants, les mêmes clauses à l'intérieur d'une police, quoi? Pour une résidence secondaire, il y a des clauses particulières selon les assureurs, dépendamment aussi du nombre de fois qu'on va à la résidence secondaire. Donc, c'est pas toujours, les annales des godots ne sont pas toujours disponibles pour la résidence secondaire. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation de la résidence secondaire. Si on y va seulement quelques fois par année, selon les assureurs, on appelle plus ça une résidence secondaire. Si on y va régulièrement, à tout moment-là, on peut avoir les mêmes protections. On le voit, là, c'est souvent l'automne que ça arrive, ces ouragans-là aux États-Unis. Ici, c'est souvent la période des grandes marées là, qui vont entraîner de l'érosion des berges. C'est peut-être le bon temps, justement, pour revoir, regarder comment est-ce qu'elle est faite, notre police d'assurance, peut-être même en discuter avec notre conseiller aussi. Effectivement, Jean, on est toujours disponible, le 962-6916. Ça fait toujours plaisir de répondre aux questions. Un gros merci, Guy Duchesne, pour cette chronique. On va se reparler à chaque quinzaine avec un sujet différent comme ça dans le domaine des assurances. Merci beaucoup, c'est toujours très intéressant. Merci, Jean. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Alors Jean, c'est ce qui conclut notre première collaboration de la saison. Ça fut intéressant, mais encore une fois, quand on a des sujets comme ça, on défonce un petit peu toujours l'air. Très heureux de reprendre. Oui. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre, changer de micro. L'autre micro. Très heureux de reprendre mes collaborations avec toi midi 2 fois par semaine. Mais là, tu triches cette semaine. Tu vas être avec nous mardi, mercredi au lieu de mardi, jeudi, ce qui sera la coutume pour les semaines suivantes. Exactement. Donc, on sera de retour demain sur les ondes de Côte-Nord Attitude. Bonne journée tout le monde. Au revoir.